Ma femme a dit à une soirée qu'elle préférerait embrasser un inconnu plutôt que moi. Tout le monde a ri, mais je n'étais pas aussi idiot qu'il le croyait. Quand j'ai enfin pris la parole, le rire s'est arrêté, net. Ce qui s'est passé ensuite, ce n'était ni de la colère, ni des larmes. C'était pire. Voilà comment un type discret se venge. Je m'appelle Nathaniel Berkshire, mais la plupart des gens m'appellent Nat. J'ai 52 ans et, depuis 30 ans, je dirige une entreprise de distribution alimentaire avec mon fils, Noah. Nous approvisionnons des restaurants, des hôtels, des traiteurs dans 4 États. C'est un boulot honnête, l'argent rentre régulièrement, et ça nous a permis de vivre une bonne vie. Du moins, c'est ce que je croyais. La nuit où tout a explosé, c'était le 14 septembre, à la garden party de Ken et Cheryl Hansen. Ils organisaient ces fêtes depuis des années. Toujours au début de l'automne, quand le temps en Géorgie est parfait, assez chaud pour prendre un verre dehors, assez frais pour que les dames portent leurs jolis foulards. Amanda, ma femme, adorait ces fêtes. Adorait les commérages, le vin, exhiber ses nouvelles tenues. Moi, je n'aimais pas vraiment ça, mais j'y allais. C'est ce qu'on fait après 27 ans de mariage. On se montre, on sourit, on bavarde sur les taux d'intérêt et le foot, et ensuite on rentre à la maison. Simple. Sauf que cette fois, j'avais un plan. Depuis 4 mois, je documentais la liaison d'Amanda. Pas en suspectant, pas en devinant, en documentant. J'avais des dates, des heures, des notes d'hôtel, des textos qu'elle pensait avoir effacés, des messages vocaux sur un téléphone jetable que j'avais trouvé dans son sac de sport. Le type, c'était Kenneth Hansen, un ami de Ken. Et oui, c'est bien le Ken dont on était dans le jardin, à boire son bourbon hors de prix et à manger les bouchées de crabe de sa femme. J'ai passé des semaines à réfléchir à la façon de gérer ça. Divorce discret? La confronter à la maison. Mais quelque chose en moi voulait que la vérité éclate de la même façon que le mensonge avait vécu. En public, entre amis, là où ils se sentaient tous les deux en sécurité. La musique jouait, un truc jazzy, et les gens étaient éparpillés sur la terrasse, riant trop fort à des blagues pas drôles. Amanda buvait depuis qu'on était arrivé. Ses joues étaient rouges, sa voix montait avec chaque verre de vin. Je la regardais de l'autre côté de la pelouse, près du brasero avec Cheryl et 2 autres femmes, et je ne ressentais rien. Ni colère, ni tristesse, juste une sensation froide et calme. Vers 8h30, quelqu'un a dit « On danse ?» Quelques couples se sont avancés au milieu de la terrasse, se balançant au rythme de la musique. Je me suis approché d'Amanda et je lui ai tendu la main. « Danse avec moi », ai-je dit. Elle m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. « Quoi ? Depuis quand tu danses, Nat ? » « Depuis ce soir », ai-je dit, en restant calme. « Allez, une danse. » Elle a soupiré, posé son verre de vin et pris ma main comme si elle allait chez le dentiste. Nous sommes allés sur la terrasse, et j'ai posé ma main sur sa taille. Elle était raide, regardant au-dessus de mon épaule les femmes près du bar. La chanson a changé pour quelque chose de lent, et je me suis penché pour embrasser sa joue. Pas parce que j'en avais envie, mais parce que j'avais besoin de voir sa réaction. J'avais besoin de savoir que je faisais ce qu'il fallait. Elle s'est écartée, a failli tomber, et a ri. Puis, assez fort pour que tout le monde l'entende, elle a dit ça. « Je préférerais embrasser un inconnu plutôt que toi, Nat. » Les gens ont arrêté de parler. Quelques personnes se sont retournées. Quelqu'un a ri, ne sachant pas si c'était une blague. Amanda a ricané, savourant l'attention, savourant le fait de m'humilier. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé, puis j'ai regardé Ken Hansen, qui était près du barbecue avec une bière, nous observant avec un regard bizarre. Puis j'ai regardé Amanda et j'ai souri. Pas un grand sourire, juste un petit sourire froid. C'est marrant, ai-je dit, ma voix calme. Ken n'est pas vraiment un inconnu, si ? L'endroit est devenu silencieux. Même la musique semblait s'estomper. Le visage d'Amanda est devenu blanc. La bière de Ken a failli lui échapper des mains, et il a fait un pas en arrière, comme si ça pouvait l'aider. Cheryl, debout juste là, a regardé son mari et ma femme, son visage passant de la confusion à l'horreur. Je me suis tourné vers la foule, gardant une voix décontractée. 4 mois de visite à l'hôtel, les mardis et jeudis, surtout le Marriott à la sortie 37. Chambre 214, si quelqu'un veut savoir. Payé avec notre carte de crédit. Amanda, ai-je dit, pas très discrète.
La bouche d'Amanda s'est ouverte, mais elle n'a rien dit. Ken était pâle comme un linge. J'ai posé mon verre, hoché la tête à personne, et je me suis dirigé vers le portail. Derrière moi, j'ai entendu le chaos commencer. Cheryl qui criait, quelqu'un qui haletait, Amanda qui appelait mon nom, à moitié paniquée, à moitié furieuse. Je ne me suis pas retourné. Je suis monté dans mon pick-up, j'ai démarré et je suis parti, laissant ma femme plantée dans un jardin rempli de gens qui savaient maintenant ce qu'elle était vraiment. C'était la dernière fois que la plupart d'entre eux me voyaient tel que j'étais. Je ne suis pas rentré à la maison ce soir-là. Je suis allé à l'appartement que j'avais loué il y a 3 mois sous une LLC d'entreprise, un F1 propre à Alpharetta, à 40 minutes de notre maison à Roswell, meublé, anonyme, et Amanda n'en avait aucune idée. Je me préparais à ça depuis plus longtemps qu'elle ne le pensait. Le lendemain matin, Amanda s'est réveillée dans une maison vide. J'avais laissé mon alliance sur la table de chevet, posée bien en évidence sur une pile de relevés bancaires qui prouvaient chaque nuit d'hôtel, chaque mensonge noir sur blanc. Pas un mot, rien, juste la preuve. Mon forfait téléphonique a été coupé du plan familial à minuit. J'avais déjà supprimé mon compte de localiser mon iPhone, clôturé notre compte courant joint et transféré ma part sur un nouveau compte dans une autre banque. Le remboursement de l'hypothèque et les factures continuaient d'être payés automatiquement grâce à un compte séquestre que j'avais mis en place des semaines auparavant. Tout était pratique, rien de personnel. À 8 heures du matin, Amanda appelait mon bureau. Lisa, mon assistante, connaissait le refrain. Monsieur Berkshire ne fait plus partie de l'entreprise, a-t-elle dit, avec un ton des plus polis. Je ne peux pas vous dire où il se trouve. Ce n'était pas tout à fait vrai. Je n'avais pas quitté l'entreprise. Je l'avais juste transformée. 2 semaines auparavant, j'avais placé mes parts de propriété dans un trust, dont Noah était le principal bénéficiaire et gestionnaire. Sur le papier, j'étais à la retraite. En réalité, j'avais juste coupé Amanda de tout ce que j'avais bâti. Personne ne savait ce qui se passait. Noah avait été le premier à se douter de quelque chose, il y a 6 mois, quand il a vu Amanda déjeuner avec Ken Hansen dans une ville voisine. Mais il ne mangeait pas, en fait. Ils se tenaient la main par-dessus la table, riant comme des adolescents. Noah est venu me voir cet après-midi-là, furieux et déconcerté, et m'a montré la photo qu'il avait prise. C'est là que j'ai commencé à planifier ma fuite. Emma, notre fille, était différente. Elle vivait à Charlotte, travaillait dans le marketing et parlait à sa mère 2 fois par semaine. Elle aimait Amanda, la pensait forte et indépendante. Je savais qu'Emma se rangerait d'abord du côté de sa mère, alors j'ai préparé un dossier de documents à lui envoyer le moment venu. Pas encore, mais bientôt. À midi, ce premier jour, Amanda avait essayé de m'appeler 17 fois. Je le savais parce que j'avais transféré mon ancien numéro vers un service de messagerie vocale qui transcrivait ces messages et me les envoyait par email. J'ai lu chacun d'eux. Ils sont passés de la confusion à la colère, puis au désespoir en 3 heures. Nat, où es-tu? Les gens posent des questions. C'est ridicule. Il faut qu'on se parle comme des adultes. Tu m'as humilié. Tu as humilié Ken et Cheryl. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et finalement, vers 14 heures, s'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger ça. J'ai supprimé chaque message sans répondre. Les mots étaient son arme, pas la mienne. Le silence fonctionnait mieux. Ce soir-là, j'ai rencontré mon avocat, Philip Grayson, dans son bureau du centre-ville. Philippe préparait les papiers du divorce depuis des semaines, et tout était prêt. Nous avons déposé la requête ce soir-là, invoquant des différends irréconciliables et joignant la preuve de la liaison d'Amanda pour justifier le partage des biens selon notre contrat de mariage. Amanda ne recevrait les papiers que 3 jours plus tard. D'ici là, elle vivrait dans un monde où je n'existais d'aucune manière qu'elle reconnaissait. 3 jours après la soirée, Amanda a finalement compris à quel point j'étais allé loin. Les papiers du divorce sont arrivés par coursier à 10 heures du matin, livrés à notre porte d'entrée dans une enveloppe prioritaire qu'elle avait signée en personne. J'ai su desquels les a ouverts parce que mon téléphone a émis un signal provenant de la caméra de la sonnette que j'avais installée il y a des mois. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement une requête en divorce. C'était une autopsie financière complète de notre mariage, en particulier de son histoire avec Ken Hansen. Philippe et moi avions passé des semaines à monter ce dossier. Chaque dépense d'hôtel sur notre carte de crédit conjointe correspondait au calendrier de voyage de Ken.
Chaque virement douteux de notre épargne vers ce qui ressemblait à des investissements commerciaux légitimes était en fait des comptes fictifs que Ken avait créés. Amanda se croyait maligne, cachant de l'argent dans ce qui semblait être une transaction immobilière que Ken lui avait proposée au printemps dernier. 87 000 $. C'est ce qu'elle avait englouti dans le projet de développement de Ken. Sur 6 mois, toujours par petites sommes, pensant que je ne le remarquerais pas. Le projet était bidon. La SARL était enregistrée à une boîte postale dans le Delaware, et Ken était le seul dirigeant. Chaque dollar était allé sur un compte offshore qu'il constituait, une assurance pour le jour où il larguerait Cheryl. Mais voici ce qu'Amanda ne savait pas. Je suivais tout. J'avais engagé une experte comptable judiciaire en mai, une femme discrète nommée Patricia, spécialisée dans la recherche d'actifs cachés. Patricia avait suivi l'argent à travers 3 sociétés écrans et à travers 2 États, documentant tout comme un chirurgien. La requête en divorce comprenait le rapport complet de Patricia. 83 pages de preuves financières qu'Amanda n'avait pas seulement trompées. Elle avait aidé à détourner des fonds de nos biens matrimoniaux. Selon notre contrat de mariage, la tromperie et la faute financière signifiaient qu'elle perdait tout. Amanda n'obtiendrait rien au-delà du minimum légal, et même cela serait une bataille. À midi, Amanda était au bureau de Philippe, exigeant de me voir. La secrétaire de Philippe m'a appelé depuis le hall. Madame Berkshire est là, a-t-elle dit, d'une voix totalement professionnelle. Elle est très contrariée. Elle insiste pour vous parler. Dites-lui que je ne suis pas disponible, dis-je calmement, et rappelez-lui que toute communication doit passer par son avocat une fois qu'elle en aura un. Cet après-midi-là, Amanda engagea Martin Fletcher, un avocat spécialisé dans les divorces, réputé pour défendre les femmes riches dans des séparations houleuses. Martin était cher, bruyant et efficace. Mais il n'était pas préparé à ce que j'avais fait. Le jour même où Amanda engagea Martin, Cheryl Hansen m'appela. Sa voix était tremblante, à peine audible. « Nat, j'ai besoin de savoir quelque chose, dit-elle. »« Depuis combien de temps ça dure ?» Je lui dis la vérité. 11 mois, d'après la plus ancienne facture d'hôtel que j'avais trouvée. Cheryl se tut pendant près de 30 secondes. Puis dit doucement, je dépose plainte demain. Je voulais que tu saches que Ken n'aura nulle part où se cacher non plus. 2 mariages, les 2 qui se terminent au même moment. Ken Hansen se croyait si malin, jonglant avec 2 femmes et une combine financière douteuse. Maintenant, il était sur le point de tout perdre. Pendant les jours qui suivirent la réception des papiers du divorce par Emma, je lui ai envoyé le colis. Livraison express à son appartement de Charlotte. Signature obligatoire. À l'intérieur, il y avait une tablette, déjà chargée. Un seul dossier à l'écran, la vérité. Il y avait tout. Des photos d'Amanda et de Ken se faufilant dans des hôtels, toutes datées. Des relevés de cartes de crédit avec les dépenses suspectes surlignées. Des textos qu'Amanda pensait avoir supprimés, récupérés à partir de sa sauvegarde cloud. Et des messages vocaux qu'Amanda avait laissés à Ken. L'équipe de Patricia les avait obtenus légalement grâce à une citation à comparaître lors de l'enquête financière. Le pire datait de mars, 3 semaines avant l'anniversaire d'Emma. La voix d'Amanda, haletante et excitée, j'ai tellement hâte que ce soit fini. Une fois que Nat aura signé ses papiers d'investissement, nous aurons assez d'argent pour disparaître un certain temps. Peut-être 6 mois en Europe, comme on en avait parlé. Mon Dieu, j'en ai tellement marre de jouer à la femme dévouée. Je n'ai pas appelé Emma après l'avoir envoyée. Pas de SMS non plus. J'ai juste attendu. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Le nom d'Emma s'est affiché. J'ai répondu à la 3e sonnerie. « Papa, dit-elle, sa voix tendue et bizarre. J'ai besoin de te voir. » Nous nous sommes rencontrés dans un café près de son bureau le lendemain matin. Emma avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Les yeux rouges, les cheveux en queue de cheval désordonnés. Pas mon Emma habituelle, toujours si soignée. Elle s'assit et ne dit rien pendant 1 minute. Puis elle ouvrit son ordinateur portable et le tourna vers moi. À l'écran, il y avait un brouillon de courriel adressé à Amanda. « J'ai écrit ça hier soir, dit Emma doucement. Je voulais que tu le lises avant que je l'envoie. » Le courriel était brutal, froid et clinique. Emma exposait toutes les preuves qu'elle avait vues, tous les mensonges qu'Amanda avait racontés, comment elle avait tout déformé pour me faire passer pour un mari distant et obsédé par le travail. Le dernier paragraphe d'Emma était une seule phrase, « Je ne reconnais pas la femme qui m'a élevé, et je ne veux pas. »
J'ai regardé ma fille et j'ai vu quelque chose de nouveau, de la lucidité. L'image de la mère parfaite était brisée, et Emma fixait les morceaux, essayant de comprendre comment elle avait pu passer à côté de tout ça. Ne l'envoie pas encore, dis-je doucement, en repoussant l'ordinateur portable. Ta mère va essayer de tout expliquer, de se justifier, de te faire passer pour la méchante parce que tu me choisis. Laisse-la faire. Laisse-la te montrer exactement qui elle est avant de répondre. Tu dois le voir par toi-même. Emma acquiesça lentement et ferma l'ordinateur portable. Noah m'a dit que tu avais prévu ça depuis des mois, dit-elle. Il a dit que tu nous protégeais. Je vous protégeais tous, répondis-je. Y comprit ta mère, contre elle-même. Emma tendit la main sur la table et prit la mienne. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt, papa. Tu n'étais pas censé le voir, dis-je. C'était tout le but. Le monde d'Amanda a commencé à s'écrouler d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. La garden party n'a pas seulement exposé son aventure. Elle a fait exploser sa vie sociale dans un endroit où la réputation comptait plus que tout. En moins d'une semaine, les invitations ont cessé d'arriver. Le club de lecture hebdomadaire auquel elle participait depuis 6 ans a soudainement rencontré des problèmes d'emploi du temps. Le comité caritatif pour la collecte de fonds de l'hôpital lui a poliment demandé de se retirer, affirmant que ses récents développements personnels pourraient être une distraction. Même son professeur de yoga, qu'elle pensait être une amie proche, a cessé de répondre à ses textos. J'ai regardé tout cela se produire par le biais de Noah, qui avait encore des liens avec ce monde grâce à sa petite amie, Sarah. La mère de Sarah faisait partie du cercle social d'Amanda, et les ragots allaient bon train. Apparemment, Cheryl Hansen avait demandé le divorce 3 jours après la fête et avait été brutalement honnête avec leurs amis communs quant à la raison, l'aventure de Keane avec Amanda. Le désastre financier, les mensonges, tout a été révélé publiquement en 48 heures. Keane lui-même avait disparu. Selon les sources de Noah, il avait quitté sa maison le soir de la fête et vivait dans une sorte d'hôtel à long séjour près de l'aéroport. Son entreprise, une société de conseil qui vivait et mourait grâce aux connexions locales et à sa réputation, perdait des clients à vue d'œil. 2 de ses plus gros comptes avaient annulé leur contrat en moins d'une semaine, invoquant des inquiétudes concernant le jugement professionnel. Pendant ce temps, Cheryl avait engagé l'un des avocats spécialisés en divorce les plus agressifs d'Atlanta. Elle avait bloqué leur compte joint, déposé des ordonnances restrictives pour empêcher Keane de toucher certains biens et, le pire de tout, elle avait envoyé une lettre détaillée au conseil d'administration du Country Club, où Keane était membre depuis 15 ans. L'adhésion de Keane avait été suspendue en attendant un examen, ce qui, dans leur monde, équivalait à une mort sociale. Mais le coup dur pour Amanda est venu d'un endroit inattendu, son travail. Amanda était la directrice régionale des ressources humaines d'une société de gestion de soins de santé. Un bon poste, bien rémunéré, qui lui conférait l'identité professionnelle qu'elle avait toujours souhaitée. Mais les services RH des grandes entreprises ont une politique de tolérance zéro pour les scandales personnels qui pourraient nuire à l'image de l'entreprise, surtout si ces scandales impliquent des affaires d'argent. Quelqu'un, je n'ai jamais su qui, avait envoyé à l'entreprise d'Amanda un tuyau anonyme concernant le montage financier avec Keane. L'email comprenait des copies de relevés bancaires et les statuts de la SARL montrant le compte offshore de Keane. Il n'accusait Amanda de rien d'illégal, mais il a soulevé suffisamment de signaux d'alarme pour que les avocats de l'entreprise doivent enquêter. 2 semaines après la fête, Amanda a été mise en congé administratif. La version officielle était un examen interne pour d'éventuels conflits d'intérêts. La vérité ? L'entreprise ne voulait pas que son nom soit associé au leur pendant que son divorce chaotique et rempli de fraudes se déroulait dans la presse. Amanda m'a appelé pour la première fois depuis mon départ. Mon nouveau numéro n'était pas bloqué. Elle l'avait obtenu d'Emma, d'une manière ou d'une autre. Mardi soir, 10h30, mon téléphone s'est illuminé avec son nom. J'ai répondu, sans dire un mot, j'ai juste attendu. Nat. Sa voix était tendue, elle se retenait à peine. J'ai perdu mon travail. Ils m'ont mis en congé. Nous savons tous les deux ce que ça veut dire. C'est de ta faute. Tu as détruit ma réputation. J'ai documenté la vérité, dis-je, calme comme tout. Ce que tu as fait avec Ken, l'argent que tu as caché, c'était tes choix. J'ai juste fait en sorte que les gens le sachent. Tu es un homme vindicatif et cruel, dit Amanda, sa voix se faisant plus forte. Tu m'as humilié devant tous ceux que nous connaissons. Tu as monté nos enfants contre moi, et maintenant tu m'as coûté ma carrière. Tu t'es coûté ta carrière, ripostai-je, aussi égale que possible.
Au moment où tu as décidé de voler notre mariage pour financer le plan d'évasion de Ken. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Si, c'est toi. Long silence. Puis la voix d'Amanda, plus froide maintenant. Ce n'est pas fini, Nat. Martin dit qu'on peut contester le contrat de mariage. On peut prouver que tu m'as manipulé pour que je le signe. Bonne chance avec ça, dis-je et raccroché. Je n'ai pas bloqué son numéro. Je voulais qu'elle sache qu'elle pouvait me joindre, mais je n'avais absolument aucun intérêt pour ce qu'elle avait à dire. 3 mois après la garden party, j'ai fait quelque chose qu'Amanda n'avait jamais vu venir. J'ai organisé un événement caritatif. C'était l'inauguration d'une nouvelle aile pour enfants à l'hôpital Northside, en partie financée par un don que j'ai fait au nom de mes parents. 250 000 $, versés par le biais du trust familial que Noah et moi avons mis en place lorsque j'ai remanié l'entreprise. C'était une affaire assez importante pour justifier un gala chic et une reconnaissance publique. Je ne le faisais pas pour être un saint. Je voulais marquer le coup. La liste des invités comprenait tous ceux qui avaient été à la garden party de Ken et Cheryl, ainsi que tout le cercle social qu'Amanda avait passé des années à construire. Des médecins, des chefs d'entreprise, des leaders communautaires, toutes les personnes dont l'opinion comptait dans son monde. Événements en tenue de soirée au Four Seasons, vente aux enchères, discours du personnel de l'hôpital et des familles reconnaissantes. Noah et Emma étaient tous les deux là, à mes côtés pour accueillir les invités dans le hall. Emma avait fait le déplacement depuis Charlotte juste pour ça, et elle était superbe dans une robe bleu marine qui me rappelait sa mère à l'époque. Mais contrairement à Amanda, Emma a du contenu en plus du style. Elle avait passé les 3 derniers mois à faire du bénévolat dans une clinique pour enfants, inspirée, disait-elle, par le désir de faire quelque chose de significatif après avoir vu sa mère gâcher autant de choses. Sarah, la petite amie de Noah, était là aussi. Une fille adorable, enseignante, exactement le genre de personne dont Noah avait besoin. Stable, honnête, gentille. Nous étions tous les 4 ensemble près de l'entrée, un front uni. J'ai regardé les gens s'approcher, offrir leurs félicitations et leurs éloges. Votre famille doit être si fière, dit une femme, quelqu'un que je connaissais vaguement du country club. Nous le sommes, dit Emma avec aisance, sa main sur mon bras. Papa a toujours cru qu'il fallait rendre l'appareil. C'est l'une des choses que j'admire le plus chez lui. Le contraste n'a échappé à personne. Me voilà, le mari largué, investissant dans les soins de santé pour enfants et debout avec mes enfants, qui me respectent et me soutiennent manifestement. Et où était Amanda? Nulle part, son nom absent du programme, son exil social complet. Pendant les discours, la PDG de l'hôpital, le docteur Margaret Hollis, a remercié les donateurs en les nommant. Lorsqu'elle a dit le Berkshire Family Trust, la salle a applaudi, et je me suis levé brièvement pour l'accueillir. Les applaudissements semblaient sincères, chaleureux, comme une revanche. Plus tard, pendant le cocktail, Cheryl Hansen est venue me voir. Elle avait changé depuis sa garden party au plus mince, plus dur, mais il y avait une force dans son regard qui n'y était pas avant. Nat, a-t-elle dit en me tendant la main. Merci de m'avoir invité ce soir. C'est une magnifique soirée. Je lui ai serré la main. Je suis content que vous soyez venu. Je voulais que tu saches, a repris Cheryl, la voix basse, mon divorce a été prononcé la semaine dernière. Ken n'a presque rien eu. Le contrat de mariage que je lui ai fait signer il y a 12 ans a parfaitement tenu. J'en suis content, ai-je dit, et je le pensais. Tu as bien fait, a ajouté Cheryl en s'éloignant, la façon dont tu t'y es pris. Ne pas te laisser entraîner dans le mélodrame. Je me suis inspiré de ta méthode. J'ai hoché la tête. Parfois, la meilleure réponse est le silence, et la réussite, a dit Cheryl en regardant autour d'elle la salle de bal somptueuse. C'est comme ça qu'on gagne, Nat. Pas en se battant, mais en construisant quelque chose de mieux. Elle avait raison. Amanda s'attendait à ce que je m'effondre, que je la supplie, que je me batte contre elle en public. Au lieu de ça, j'ai disparu, j'ai reconstruit ma vie, et je suis revenu plus fort, plus respecté, entouré de gens qui comptaient vraiment. 6 mois après avoir quitté cette garden party, Amanda a finalement forcé une rencontre en tête-à-tête. Pas par le biais d'avocat, ni de qui que ce soit, mais en se pointant au bureau de Noah, sans prévenir, un mardi après-midi. Noah m'a appelé immédiatement. Papa, maman est là. Sa voix était crispée. Elle exige de te voir. Elle dit qu'elle ne partira pas tant que tu ne lui auras pas parlé.
J'étais à 20 minutes, en train de déjeuner avec un fournisseur. J'arrive dans un quart d'heure, lui ai-je dit. Garde-la dans la salle de conférence. Ne la laisse approcher ni des dossiers ni des ordinateurs. Quand je suis arrivé, Noah se tenait devant la salle de conférence, avec l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Je pouvais voir Amanda à travers la paroi de verre, assise à la table, raide comme un piquet, les mains étroitement jointes. Elle avait l'air plus mince que dans mon souvenir, et juste, plus dure. Comme si le mois dernier lui avait pris quelque chose d'important. Je suis entré, j'ai refermé la porte derrière moi. Je ne me suis pas assis, je suis resté debout près de la porte, les bras croisés. Amanda a levé les yeux, et pendant une seconde j'ai vu quelque chose briller dans ses yeux. Peut-être du regret, ou juste de l'usure. Puis sa mâchoire s'est serrée, et l'ancienne défiance est revenue. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. On parle par l'intermédiaire de nos avocats, ai-je dit, calmement. C'était le marché. Je me fous du marché, Nat. J'ai besoin que tu m'écoutes. Sa voix était tendue, à peine maîtrisée. Tu as tout détruit. Mon travail, mes amis, ma relation avec nos enfants. Tu as systématiquement démantelé toute ma vie. J'ai documenté ton adultère et l'argent que tu as volé. C'est toi qui as pris ces décisions, pas moi. Qui m'a manipulé. Amanda s'est penchée en avant. Il m'a dit que l'investissement était légitime. Il m'a montré des documents, des projections. Je ne savais pas que c'était faux. Tu savais que tu me cachais de l'argent. Tu savais que tu le rencontrais dans des hôtels toutes les semaines, ai-je rétorqué. Tu savais exactement ce que tu faisais. Amanda s'est levée d'un bond, sa chaise raclant le sol. Tu m'as humilié devant tous ceux qu'on connaît. Tu aurais pu régler ça en privé, mais tu as choisi de me détruire publiquement. Tu t'es humilié toi-même, ai-je dit, toujours calme. Je me suis juste assuré que les gens connaissent la vérité. Et la vérité, c'est que tu as passé 11 mois à me mentir, à voler notre mariage et à prévoir de disparaître avec le mari d'une autre femme. Je l'aimais. La voix d'Amanda s'est brisée pour la première fois. Je sais que ça n'excuse pas ce que j'ai fait, mais je l'aimais, et il m'aimait. Ken aimait ton argent, ai-je dit, brutalement. Il mettait en place un compte offshore pour larguer sa femme, et tu étais son distributeur automatique. Patricia a retrouvé la trace de chaque dollar. Il n'a jamais prévu de rester avec toi, Amanda. Il se servait de toi. Elle m'a regardé fixement, et j'ai vu le moment où le dernier espoir est mort. Son visage est devenu blanc, et elle s'est rassie lentement, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Ce n'est pas vrai, a-t-elle murmuré. Si, ai-je dit, doucement. Et au fond, tu le savais déjà. Le silence s'est installé, épais et pesant. Puis Amanda a levé les yeux vers moi avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. De la vulnérabilité. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, a-t-elle demandé. Le divorce est prononcé, ai-je dit. Tu obtiens ce que le contrat de mariage prévoit, ce qui n'est pas grand-chose, étant donné les circonstances. Tu continues ta vie avec ce que tu peux construire, et on arrête de faire semblant qu'on a encore quelque chose à se dire. Les enfants me détestent, a dit Amanda, à peine un murmure. Les enfants sont déçus par toi, ai-je corrigé. Il y a une différence. S'ils te pardonnent, c'est à eux de voir. Pas moi, mais je ne les en empêcherai pas s'ils choisissent d'avoir une relation avec toi. Amanda a hoché la tête lentement, puis s'est levée. Elle avait l'air plus petite, comme si on lui avait enlevé quelque chose. Je suis désolé, Nat. Si ça a la moindre valeur, je suis désolé. Ça n'en a aucune, ai-je dit, pas méchamment, juste honnêtement. Mais j'apprécie que tu le dises. Elle m'a dépassé en direction de la porte, puis s'est arrêtée. Tu as toujours été la meilleure personne, a-t-elle dit, doucement. Non, dis-je. J'étais juste celui qui tenait ses promesses. Amanda partit, et je la regardais descendre le couloir et disparaître au coin. Noah était à mes côtés une seconde plus tard. Ça va, demanda-t-il. Ouais, dis-je. Ça va. Et je le pensais. 2 ans après que le divorce ait été prononcé, Emma s'est mariée. Elle avait rencontré un type bien, David, ingénieur système qui travaillait pour une entreprise de technologie à Charlotte. Stable, gentil, exactement ce dont Emma avait besoin. Le mariage eut lieu en novembre, en petit comité, dans un vignoble dans les montagnes. Juste des amis proches et la famille.
Amanda n'était pas invitée. Emma avait pris cette décision elle-même, après des mois de discussions difficiles avec sa mère qui n'avait jamais vraiment rien arrangé. Amanda avait essayé de reconstruire les choses, envoyant des cartes, des textos, parfois de petits cadeaux, mais les fondations avaient disparu, et Emma ne voulait pas reconstruire quelque chose qui lui semblait factice. Je ne la déteste pas, m'avait dit Emma 6 mois avant le mariage, quand elle avait annoncé pour la première fois qu'Amanda ne serait pas là, mais je ne lui fais pas confiance, et je ne veux pas qu'elle soit là le jour le plus important de ma vie. Je n'ai pas argumenté. J'avais dit à Emma il y a des années que sa relation avec sa mère était son problème, et je le pensais. Le matin du mariage, j'étais dans la suite d'Emma au vignoble, l'aidant à fermer le fermoir de son collier. Elle était magnifique dans une robe simple couleur ivoire, les cheveux relevés, les yeux brillants de bonheur et de nervosité. « Tu es magnifique, dis-je doucement. »« Merci, papa. » Emma se tourna vers moi, et je vis des larmes dans ses yeux. « Je suis contente que tu sois là. »« Il n'y a aucun autre endroit où je voudrais être, dis-je. »« Je le pense, » dit Emma, la voix étranglée. « Tu aurais pu t'effondrer après tout ça. Tu aurais pu devenir aigri, ou en colère. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as juste continué, tu as continué à construire quelque chose de mieux. Tu m'as montré ce que signifie vraiment être fort. » Je la serrai dans mes bras, faisant attention de ne pas abîmer sa robe. « Tu as toujours été forte, Emma. Tu avais juste besoin de le voir toi-même. » La cérémonie était parfaite, simple, authentique, pleine de gens qui se souciaient réellement d'Emma et David. Noah se tenait à mes côtés tandis que nous regardions Emma descendre l'allée, et Sarah tenait sa main, enceinte de 6 mois de leur premier enfant. À côté de nous se trouvait Philippe, mon avocat devenu un ami, et Patricia, l'experte comptable qui m'avait aidé à tout mettre en place, maintenant quelqu'un avec qui je prenais un café de temps en temps. À la réception, Emma m'entraîna sur la piste de danse pour le truc père-fille. La chanson était une chanson que je lui jouais quand elle était petite. Pendant que nous nous balancions, elle posa sa tête sur mon épaule. « Est-ce que tu penses parfois à elle ?» demanda Emma doucement. « À ta mère ? » ?»« Ouais. Parfois, admis-je, mais pas comme tu le penses. Elle ne me manque pas. Je me demande juste si elle a jamais compris qui elle était vraiment. Elle m'a appelé la semaine dernière, dit Emma. Elle voulait savoir si elle pouvait t'envoyer un cadeau. Qu'est-ce que tu lui as dit ? J'ai dit, non, merci. Emma se recula un peu pour me regarder. C'était cruel ? C'était honnête, dis-je. Et tu as tout à fait le droit de fixer des limites. La chanson se termina, et Emma me serra fort dans ses bras. Je t'aime, papa. Merci de m'avoir montré à quoi ressemble l'intégrité. Je t'aime aussi, ma chérie. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin et que les gens commençaient à partir, je me tenais sur la terrasse, regardant le vignoble, un bourbon à la main. Noah s'approcha, desserrant sa cravate. Belle journée, dit-il. La meilleure, acquiesçai-je. Sarah et moi avons parlé, dit Noah après un moment. Quand le bébé arrivera, on voudrait lui donner le prénom de papy. Si c'est un garçon, je veux dire. Je regardais mon fils, ce jeune homme qui avait été à mes côtés à travers tout ça, m'avait aidé à reconstruire, était devenu quelqu'un dont j'étais fier de dire qu'il faisait partie de ma famille. Il aurait adoré ça, dis-je. Nous restâmes là dans un silence confortable, regardant le soleil se coucher sur les montagnes, entourés de la famille que nous avions choisie et construite. C'était tellement loin du chaos de cette garden party d'il y a 2 ans, que cela ressemblait à une autre vie. Parce que c'en était une. L'audience finale du divorce eut lieu un matin gris de mars, presque 3 ans après cette garden party. La salle d'audience était petite, basique, avec des néons qui rendaient tout délavé et stérile. J'y suis arrivé tôt avec Philippe, portant un costume sombre et une sacoche en cuir qui était pratiquement vide. Tout ce qui était important avait déjà été déposé il y a des semaines. Amanda est arrivée 10 minutes avant le début de l'audience. Elle était seule. Martin Fletcher avait abandonné son dossier 6 mois plus tôt, disant qu'il ne pouvait pas être d'accord avec sa cliente au langage d'avocat pour astérisque. Elle ne voulait pas écouter la raison astérisque. Amanda avait eu 2 autres avocats depuis, avant de décider de se représenter elle-même, ce qui, comme Philippe m'avait prévenu, était une catastrophe annoncée. Elle avait changé. Plus vieille, bien sûr, mais plus que ça. Il y avait une dureté sur son visage maintenant. Une tension permanente autour de ses yeux et de sa bouche qui n'était pas là avant. Elle avait perdu du poids,
trop, et ses vêtements flottaient. Nous n'avons ni parlé, ni même échangé un regard. Nous étions assis de part et d'autre de la salle d'audience, à attendre. La juge Marilyn Andry est entrée pile à 9 heures. La soixantaine, les cheveux gris acier, elle avait la réputation d'être efficace et pragmatique. Elle a jeté un coup d'œil au dossier, puis nous a observé par-dessus ses lunettes. Il s'agit de l'audience finale pour la dissolution du mariage entre Nathaniel Berkshire et Amanda Berkshire, a-t-elle déclaré. J'ai examiné tous les documents soumis, y compris les déclarations financières, le contrat de mariage et les preuves de faute conjugale. L'une des parties souhaite-t-elle faire une dernière déclaration avant que je ne prononce ma décision? Amanda s'est levée. Votre honneur, je souhaiterais demander un nouveau report. Requête rejetée. La juge Hendricks l'a coupée, sans méchanceté, mais fermement. Madame Berkshire, vous avez eu 3 ans et plusieurs avocats pour préparer votre dossier. Nous allons procéder aujourd'hui. Amanda s'est rassise, la mâchoire serrée. La juge a passé les 20 minutes suivantes à expliquer sa décision. Le contrat de mariage était valide et applicable. La liaison d'Amanda et les malversations financières constituaient des violations majeures du contrat de mariage. Les biens seraient partagés conformément au contrat. Amanda recevrait une somme forfaitaire de 75 000 $, sa voiture et tous les effets personnels qu'elle avait apportés dans le mariage. Tout le reste, la maison, l'entreprise, les comptes de placement, la propriété au bord du lac restait à moi ou dans le trust familial que j'avais créé pour les enfants. Amanda était également responsable de la moitié des 87 000 $ qu'elle avait investis avec Ken Hansen, la cour considérant qu'il s'agissait d'une dette personnelle qu'elle avait contractée. Lorsque la juge Hendricks a terminé, elle nous a regardés tous les deux. Le mariage est dissous. Vous êtes tous les deux libres d'aller de l'avant. Je vous suggère vivement de le faire sans contact ultérieur, sauf en cas d'absolue nécessité. Elle a frappé une fois de son marteau, et c'était fini. Amanda s'est levée et est sortie immédiatement, sans me regarder, ni Philippe. Je l'ai regardé partir et je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni justification, juste un calme sentiment d'achèvement. À l'extérieur du palais de justice, Philippe m'a serré la main. C'est terminé, Nat. Tu peux refermer ce chapitre maintenant. Je l'ai refermé il y a 3 ans, ai-je dit. C'est juste la paperasse qui rattrape son retard. Je suis allé chez Noah après. Sarah et lui m'avaient demandé de passer après l'audience, quoi qu'il arrive. Quand je suis arrivé, Emma était là aussi, ayant pris l'avion de Charlotte le matin même. Noah faisait griller des steaks dans le jardin pendant que Sarah tenait leur fils de 6 mois, Patrick, nommé d'après mon père. Alors, comment ça s'est passé, a demandé Emma quand j'ai franchi le portail. C'est terminé, ai-je simplement dit. Emma m'a serré fort dans ses bras. Bien. Tu mérites que tout ça soit derrière toi. Nous avons passé l'après-midi ensemble, nous 4, plus Patrick, à manger de bonnes choses et à parler de choses normales, de choses futures. Noah et Sarah cherchaient des maisons dans un meilleur secteur scolaire. Emma et David pensaient à revenir vivre en Géorgie maintenant que l'entreprise de David avait ouvert un bureau à Atlanta. L'entreprise se développait, et je me retirais doucement. Noah prenait la relève, et j'avais hâte d'être grand-père et peut-être de voyager un peu. Le soleil se couchait, projetant des ombres sur le jardin. Je tenais Patrick pendant que Sarah et Emma rangeaient à l'intérieur. Noah s'est assis à côté de moi sur les marches du porche. Tu regrettes parfois la façon dont tu as géré ça, a-t-il demandé doucement. Être parti comme tu l'as fait, la chose publique, tout ça? J'y ai réfléchi une seconde. Vraiment réfléchi. Puis j'ai secoué la tête. Non. J'ai protégé ce qui comptait. J'ai protégé Emma, toi et la vie que nous avons construite. Ta mère a fait ses choix, et j'ai fait les miens. Je ne regrette pas de m'être défendu. Bien, a dit Noah. Parce que je suis fier de la façon dont tu as géré ça. Tu m'as montré ce que ça veut dire, avoir du cran. J'ai regardé mon fils, cet homme bien qui m'avait soutenu à travers tout. J'étais reconnaissant, pas pour ce qui s'était passé, mais pour ce que nous avions construit malgré tout. Si vous m'aviez dit il y a 5 ans que je serais debout sur un quai dans le Maine, à regarder le soleil se lever sur l'Atlantique avec une femme que j'ai rencontrée lors d'une collecte de fonds pour l'hôpital, j'aurais ri. Mais c'est exactement là que je me suis retrouvé un matin à la fin de l'été. Et pour la première fois depuis une éternité, je me suis senti vraiment satisfait. Elle s'appelait Claire, le docteur. Claire Hutchkin,
une cancérologue pédiatrique que j'avais rencontrée 2 ans après la finalisation du divorce. Elle prenait la parole lors du gala de l'hôpital où j'ai fait mon don. Après, nous avons fini par discuter dans un groupe. Elle était intelligente, directe et avait un rire qui faisait sourire tout le monde. Elle était veuve depuis 5 ans, son mari était décédé d'une crise cardiaque à 49 ans. Et elle avait un fils adolescent nommé Matthew. Un bon gamin, discret, qui aimait l'astronomie et les films de science-fiction ringards. Claire et moi avons pris notre temps. Des dîners de temps en temps, des appels téléphoniques qui duraient des heures, un amour partagé pour l'honnêteté et l'absence de jeu. Quand je lui ai raconté Amanda et le divorce, elle a écouté sans me juger, puis a simplement dit « Les gens te montrent qui ils sont. Il faut juste être prêt à le voir. » Ça faisait presque 1 an qu'on était ensemble, et c'était juste, d'une façon dont mon mariage avec Amanda ne l'avait jamais été. Pas de drame, pas de complications, juste du confort et de l'authenticité. Le voyage dans le Maine était une idée de Claire. Elle avait un petit cottage que ses parents lui avaient laissé, au bord de l'eau, et elle m'avait invité à y passer une semaine. Matthew était en camp de sciences, alors on avait l'endroit pour nous toutes seules. On passait nos journées à randonner, lire, cuisiner et à parler de tout et de rien. Ce matin-là, alors qu'on était debout sur le ponton à regarder le soleil se lever, Claire s'est appuyée contre moi et a dit « Je suis contente que tu sois là. » Moi aussi, ai-je répondu, et je le pensais. Emma m'a appelé hier, a dit Claire, comme si de rien n'était. Elle m'a demandé si j'aimerais aller faire du shopping avec elle le mois prochain pour le baptême. Le premier enfant d'Emma et David, une fille appelée Sophie, allait être baptisée en octobre. Et Emma avait demandé à Claire d'être sa marraine. C'était sa façon de montrer qu'elle acceptait Claire, de l'accueillir dans la famille. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» ai-je demandé. J'ai dit « Oui, évidemment. » Claire a souri. « Ta fille est assez formidable, tu sais. Elle a appris en te regardant, ai-je dit. » Claire a ri. Beau parleur. On est resté là jusqu'à ce que le soleil soit complètement levé, puis on est retourné au cottage pour prendre un café et les pancakes aux myrtilles que Claire tenait absolument à faire maison. Plus tard dans la semaine, Noah a appelé avec des nouvelles. Sarah était de nouveau enceinte, et cette fois c'était des jumeaux. Des filles. Noah avait l'air à la fois terrifié et ravi. « Papa, je ne sais pas si je suis prêt pour 3 enfants de moins de 3 ans, a-t-il dit en riant nerveusement. Personne n'est jamais prêt, lui ai-je dit. On se débrouille au fur et à mesure. La semaine dans le Maine s'est terminée trop vite. Mais quand Claire et moi sommes retournés en Géorgie, ce n'était pas avec tristesse. C'était avec des projets, plus de voyages, des fêtes ensemble, peut-être même finir par vivre ensemble quand Matthew aurait son bac dans 2 ans. La vie était redevenue quelque chose que j'attendais avec impatience, pas quelque chose que je me contentais de subir. J'avais des petits-enfants que j'aimais, des enfants qui me respectaient, un travail qui me stimulait sans m'envahir, et une compagne qui me voyait clairement et me choisissait quand même. Amanda était là quelque part, vivant la vie qu'elle s'était construite. Je ne pensais plus beaucoup à elle, et quand je le faisais, c'était avec une curiosité lointaine, pas avec de la colère ou des regrets. Elle avait fait ses choix, elle vivait avec, et j'étais passé à autre chose. Pour mon 57e anniversaire, 5 ans après cette garden party, je me suis réveillé dans ma propre maison, celle que j'avais achetée après avoir vendu la maison qu'Amanda et moi avions partagée. Claire était à côté de moi, et en bas, j'entendais Emma et David préparer Sophie pendant que Noah s'occupait de Patrick et Sarah géraient les jumelles. C'était le chaos. Un chaos magnifique, et c'était le mien. Cet après-midi-là, entouré de ma famille, j'ai soufflé les bougies sur un gâteau qu'Emma avait fait. Et quand tout le monde m'a demandé ce que j'avais souhaité, j'ai souri et j'ai dit, rien. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Et je le pensais. La vie que j'ai construite après Amanda n'était pas parfaite, mais elle était réelle, et elle était remplie de gens qui appréciaient les mêmes choses que moi, l'intégrité, la loyauté, le respect, les bases qui auraient dû être là dès le début. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est construire quelque chose de si bon, de si solide, que le passé n'a plus d'importance. Et c'est exactement ce que j'avais fait. Bro, Jesus Christ. And this is main quest, right? Not, side? Sorry, what? Is this main quest or side This quest? is the main quest.
I haven't found any other side quests around yet. Oh yeah, I wasn't sure. Oh. How are we looking at? Oh yeah? Oh yeah, were you wanting to play for the DLC as well? Like the one that I got, because I don't have the other one. Oh, it's not that good anyway. I'm down for whatever. I don't know anything about it, to be honest, so. Okay. Well, that's just rude. Just putting my Then we skill gotta in. climb this thing. That fucking Eiffel Tower over here. Yeah, but we got grapples. That we can't use. Sure. Of course not. Oh no! Love that! Um, what? Alright. Fuck. Uh, What's it? Why won't you let me grapple? Confusion. Oh, you got it. Nice. nope. Huh? That didn't work. I don't think so. I don't think it meant to be there. You can grapple in that light, but I don't think that's the way to go. Oh, yeah, you can't climb it. Ow! I just don't know where else you'd go. What? Why? Okay. Oh. Zabby, I'm in. Oh. We didn't talk about it. It's okay. Holy shit. Oh Now my go up. god! What? Dude, hanging scared me. Oh. Yesterday when that... Was it yesterday? Yeah. When that zombie came out of the wardrobe, that was fucking hilarious. Oh, that scared the crap out of me. It was so That was good, though. Terrible.